Alors, une petite vidéo sur la correction des exercices sur les fluides. Alors, je reviens au début. Alors, je reviens même en arrière. Alors, je vous rappelle qu'il y a l'essentiel du cours qui est à la fin du chapitre, ça c'est pas mal. Donc, sur le Hachette, c'est pas mal fait. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Alors, je vous rappelle les 4 points à savoir. Alors, on s'intéresse au fluide au repos, hein. Fluide, liquide ou gaz pour simplifier. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est l'interprétation microscopique des 3 grandeurs observables à l'échelle macroscopique, température, pression, volume. Rapidement, je fais très vite. Il faut connaître la relation entre la force pressante et la pression dans un fluide. Il faut connaître la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles au repos. Donc, ça veut dire c'est les liquides, en fait. Pour les liquides incompressibles au repos, on oublie les gaz ici. Il faut savoir de quoi elle parle. La formule n'est pas à connaître par cœur. Elle vous sera redonnée, mais il faut comprendre de quoi ça parle. D'accord. La différence de pression entre 2 points dans un fluide incompressible est reliée à la différence de coordonnées verticales, Z. Et 4e point, pour un gaz repos, alors c'est pas précisé ici, mais moi je rajoute pour des pressions pas trop élevées, à condition que la température et la quantité de matière de gaz soient constantes. Mais la loi de Mariotte dit que le produit pression fois volume est constant. En fait, ça s'utilise entre 2 points. P1 fois V1 égale P2 fois V2 pour 2 pressions différentes, donc 2 volumes différents. Voilà. En même quantité de matière, quand la pression augmente, le volume diminue. Quand le volume diminue, la pression augmente. Alors, vous avez également des petits QCM, ça c'est pas mal pour voir si on a compris le cours. Vous avez des exercices résolus. D'accord. Vous avez des exercices corrigés à la fin du livre et des exercices non corrigés. C'est ce que j'ai fait moi dans ma correction. Alors, les premiers exercices sont très faciles. Alors d'abord, donc je me concentre que ceux qui ne sont pas corrigés à la fin du livre, hein. Le 3, la pression est la conséquence microscopique des chocs à l'échelle macroscopique. Non. En fait, ils ont inversé microscopique et macroscopique. La pression est une grandeur macroscopique des chocs à l'échelle microscopique. Je rappelle que plus le nombre de chocs, NB, là, c'est le nombre de chocs, plus il est important, plus la pression augmente. Voilà. Donc la pression, c'est lié au nombre de chocs entre entités chimiques. Le 5, il est tellement simple que je n'ai pas trop envie de le commenter. C'est la définition de la masse volumique que vous connaissez. Le 7, il est très facile aussi, faire un petit schéma en expliquant l'origine microscopique de la pression dans un fluide. Donc il faut faire un petit schéma. Par exemple, on a de l'eau, des molécules d'eau qui bougent, qui choquent, s'entrechoquent entre elles et contre la paroi. Le 9, encore des exercices très simples. Que représente la force F sur ce schéma? Donc on a un aquarium avec de l'eau, donc un fluide. Cette force, c'est la force pressante exercée par le fluide sur la paroi latérale. Attention, droite. Il y a aussi une force pressante sur la paroi latérale gauche, sur la face avant, sur la face arrière et sur la face du fond, hein. Là, c'est juste sur la face latérale droite. Ensuite, le 12. Une skieuse descend la piste, elle porte un masque de surface S, le masque, hein, en mètres carrés. Regardez si on est déjà dans la bonne unité internationale. La force pressante exercée par l'air extérieur sur le masque vaut une certaine valeur. Donc de suite, surface, force pressante. De suite, ça fait penser à la formule de la pression. Pression, force sur surface. Voilà, pour calculer la pression de l'air, donc la pression atmosphérique exercée sur le masque. Voilà, si on est dans la bonne unité, ça donne la valeur en pascal. N'oubliez pas qu'un hectopascal, c'est une unité qui est utilisée pour la pression atmosphérique, c'est 10 puissance 2 pascal. Donc là, ça fait 9,2 fois 10 puissance 2 hectopascal. C'est-à-dire 920 hectopascal. C'est à peu près la valeur habituelle de la pression atmosphérique. On est aux alentours des 1000 hectopascal, un peu en dessous, un peu au-dessus. Ça dépend du temps. Ensuite, le 14, encore très simple. Un fluide de repos exerce une force, un fluide de repos, hein, on est toujours sur les fluides de repos, exerce une force pressante de valeur 15 newtons sur la paroi horizontale du fond d'un récipient. Donc ça peut ressembler au schéma
de l'aquarium de l'exercice 9, là, donc j'ai fait quelque chose d'analogue. Paroi du fond, d'accord. Il faut savoir que la force pressante exercée par le liquide sur la paroi, c'est de cette force dont on parle, hein, du liquide, exercée par le liquide sur la paroi. Quand on parle de force, c'est toujours un corps qui exerce une force sur un autre corps. Point d'application, le centre de la paroi, de la surface considérée. Donc là, la surface considérée, c'est celle-là, hein. Elle est rectangulaire. Donc pour trouver le centre, c'est l'intersection des diagonales. Voilà. D'où les petits pointillés au fond. Donc perpendiculaire à la surface. Point d'application, le centre de la surface. Perpendiculaire. Sens du fluide vers l'extérieur, parce qu'on parle de la force exercée par le liquide, par le fluide sur la paroi. Là, alors 15 newtons. Donc petite échelle des forces. Attention, échelle des forces, hein. Pour chaque grandeur, il y a une échelle différente. Ça, c'est une échelle des forces. 1 cm sur le papier, 7,5 newtons. Ça fait une longueur de vecteur de 2 cm. Voilà. Alors, attention, là, j'ai peut-être agrandi un peu. Donc, si on mesure directement sur l'écran, ça ne fera peut-être pas 2 cm. Sur le papier, en échelle réelle, ça doit faire 2 cm. Donc, on aurait pu choisir une échelle tout à fait différente. Alors, ça, c'est vraiment pour les exercices très simples. Ça se complique un peu, là, à partir du 16. Alors, dans l'océan, un poisson passe d'une position A située à 10 mètres de profondeur à une position B située à 13 mètres de profondeur. Pardon, pas du tout. Ça, c'est corrigé, excusez-moi, c'est pas du tout ça. C'est le 16, en fait. Donc, le 15 est corrigé à la fin du livre. Donc, en fait, bon, ce graphique, en fait, il sous-entend qu'il sort d'une expérience. Une expérience, en fait. On a représenté la différence de pression PB moins PA. Différence de pression. Notez bien l'échelle. Ici, là. Tous les nombres qui sont là, il faut les multiplier par 10 puissance 3 Pascal. Hein. Attention. Fois, entre parenthèses, 10 puissance 3 veut dire que tous les chiffres de l'ordonnée sont à multiplier par 10 puissance 3. Donc, différence de pression entre le 1 point A et 1 point B, qui sont dans un fluide à des hauteurs différentes. Donc, il y a une relation entre PB moins PA, la différence de pression, en fonction de la différence des coordonnées verticales. ZA moins ZB en centimètres, ici, c'est donné. Alors, axe vertical orienté vers le haut, axe des Z vers le haut, Voilà. Donc, Z, il peut être positif ou négatif, je vous rappelle. Déterminer graphiquement la différence ZA moins ZB pour laquelle la différence PB moins PA vaut. Voilà, attention, PB moins PA en ordonnée, ZA moins ZB en abscisse, PB moins PA, on commence par B, et là, ZA moins ZB, on commence par A. Voilà, c'est graphique, c'est assez simple, hein, cette première question. Hein. Voilà, il faut juste, si on veut être précis, hein, il faut le faire ça, hein, c'est important. En fait, il faut déterminer l'échelle. Il faut d'abord déterminer l'échelle en ordonnée. Alors, comment j'ai fait ça? On a déjà vu. Hein. En fait, j'ai essayé de mesurer une distance pas trop petite. Donc, sur le livre, hein, entre 0 et 4 fois 10 puissance 3 Pascal, attention, j'ai mesuré, ça fait 3,1 cm. Moi, je veux placer le point 2,7 fois 10 puissance 3 Pascal. Donc, produit en croix. 2,1 cm en ordonnée. Je me reporte horizontalement sur la courbe, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses. Il ne faut pas faire ça comme un gros cochon, là. Il faut s'appliquer. Je viens à l'intersection de la droite de la courbe expérimentale qui me donne, ici, le ZA moins ZB correspondant à cette différence de pression. Voilà, bon, il se trouve qu'on a eu la chance, on tombe pile poil sur une graduation ici. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé d'échelle horizontale, 35 cm. 35 cm. Donc, si on n'avait pas, si on n'était pas exactement sur un carreau précis, il aurait fallu utiliser une échelle horizontale. Montrer que la courbe obtenue est cohérente avec la loi fondamentale de la statique des fluides. PB moins PA égale. Alors, ça sort comme ça. En fait, c'est un ρ là. Ça, c'est la ρ fois petit g fois ZA moins ZB. Ça, c'est ce petit R là. Alors, je ne sais pas comment il sort là, vous, c'est bizarre. Là. Je vérifie sur mon livre, là, page 204. C'est peut-être juste une déformation du. Moi, j'ai bien un ρ, donc là, c'est une déformation de l'ouverture, là, je ne sais pas.
On est sur Pronote, bon bref. Donc là, PB moins PA égale ρ, la masse volumique du fluide, fois petit g, intensité de l'apesanteur, fois ZA moins ZB. Bon, on n'est pas à connaître cette formule, donc on vous la donne. Montrer que la courbe obtenue est cohérente avec cette formule. Alors, ça, c'est un truc hyper important. Vous allez retrouver. Qu'est-ce qu'on a tracé? PB moins PA. PB moins PA. En fonction de quoi? ZA moins ZB. La courbe, on a positionné les points. En fait, c'est dit sans le dire, mais on a modélisé la courbe. On a modélisé les valeurs expérimentales, c'est-à-dire les croix, par une courbe. Comme les points paraissaient bien alignés, on a modélisé par une droite qui passait par 0, par l'origine. Donc, ça veut dire mathématiquement que l'ordonnée et l'abscisse sont proportionnelles. L'ordonnée, c'est PB moins PA, l'abscisse, c'est ZA moins ZB. Donc, PB moins ZA est proportionnel à ZA moins ZB, attention, d'après la courbe expérimentale. Voilà, cas constante de proportionnalité. Que dit la théorie? La théorie, c'est quoi? La théorie, c'est la loi fondamentale de la statique des fluides, c'est-à-dire la formule qui m'est donnée en question 2. Elle me dit que PB moins PA égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier cours, là. Enfin, dans le cours précédent sur les fluides. Je disais qu'il faut interpréter cette loi mathématique théorique, que PB moins PA, enfin, la pression, c'est une variable, Z, c'est une variable ici, et que G fois ρ fois G, c'est une constante. Parce qu'on a considéré le fluide incompressible, donc masse volumique constante, et que G, intensité de l'apesanteur, est une constante. Donc la théorie dit que PB moins PA était proportionnel à ZA moins ZB, et l'expérience dit la même chose. Bon, après, on n'est pas capable de vérifier avec l'expérience. Quoique, non, on ne peut pas parce qu'en fait, on ne sait pas de quel fluide on parle, donc on ne connaît pas sa masse volumique. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de vérifier la valeur de K avec ρ fois G. C'est-à-dire que le cas ici, là, de la courbe expérimentale, c'est le coefficient directeur de la droite, qu'on peut calculer grâce à la droite, et qu'il aurait fallu comparer à ρ fois G. Et normalement, il devrait avoir les mêmes valeurs, sauf que là, on ne peut pas le faire parce que le ρ ne nous est pas donné, on ne sait même pas si on parle de l'eau, on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire ça, mais là, il fallait juste dire, l'expérience dit que PB moins PA est proportionnel à ZA moins ZB, la théorie dit que PB moins PA est aussi proportionnel à ZA moins ZB, donc c'est cohérent. Voilà. La dernière question, c'est pourquoi les points ne sont pas parfaitement alignés? C'est dû aux incertitudes de mesure sur la pression et la coordonnée verticale. Donc des points parfaitement alignés qui viennent d'une expérience, ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Comment dire, si on peut arriver à trouver une droite qui passe très près des points, mais rigoureusement alignée, soit c'est un coup de bol, mais ça arrive quasiment jamais, ça. Alors le 19. Le 19, gaz. Lié pression d'un gaz et volume. Tac, ça doit faire tilt. Pression, volume d'un gaz. Loi de Mariotte. Pour les liquides incompressibles, j'ai la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc, quand on parle d'un liquide incompressible, statique des fluides. Alors, la formule n'est pas connaître, mais PB moins PA égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Pour un gaz, on doit penser de suite à la loi de Mariotte. De toute façon, c'est la seule loi que vous allez devoir appliquer sur les gaz. Alors, du dichlore gazeux, 10 litres à une certaine pression. Regardez, 25 degrés Celsius, ça veut dire que la température des deux bouteilles sont identiques. Même température, contiennent la même quantité de matière de gaz. Donc on est dans les conditions d'application de la loi de Mariotte. Pression fois volume dans la première égale pression fois volume dans la deuxième. Et on nous demande la pression dans la bouteille de droite. Alors comment il faut faire ça? Il faut bien poser les choses. P1 et V1, P2, V2. V2, je connais 20 litres, c'est dans la bouteille de droite. Hein. P2, je ne la connais pas. P1, V1, c'est dans la première bouteille. Voilà, j'isole P2. Alors moi, j'ai fait un petit peu différemment, je n'ai pas calculé, mais en fait, voilà ce que je voulais montrer dans ce calcul. Bon, si on fait l'application numérique jusqu'au bout, hein, ça fait 0,5 fois 10 puissance 5 Pascal. Attention, Pascal. Hein.
Attention, ce n'est pas l'écriture scientifique, ça, mais le 0,5 me permet d'expliquer quelque chose. Si on écrit en écriture scientifique, ça fait 5 fois 10 puissance 4 pascal. Voilà. Il faut savoir la signification physique de la loi de Mariotte et pas juste une formule mathématique. PV est constant. Là, le volume est multiplié par 2. Donc la pression est divisée par 2. Mais ça se vérifie par le calcul. 0,5 fois 10 puissance 5 dans la bouteille de droite. 1 fois 10 puissance 5 dans la bouteille de gauche, qui a un volume 2 fois plus petit. Bouteille de gauche a un volume 2 fois plus petit. Donc la bouteille de droite a un volume 2 fois plus grand. C'est ça que je veux dire, le volume multiplié par 2 entre la bouteille de gauche et de droite. Donc le volume est multiplié par 2 entre 1 et 2. Donc la pression, elle est divisée par 2. C'est ce que dit la loi de Mariotte. Voilà, PV constant, ça implique ça. P1 fois V1 égale P2 fois V2, ça implique que si le volume est multiplié par 2, la pression est divisée par 2. Ok, à condition que la température et la quantité de matière de gaz soient la même. Très important. Le 21, dans la même idée 21. Dans la même idée, la pression de l'air contenu dans une bouteille hermétique, V1, P1, bouteille hermétique, donc hermétique, non quantité de matière constante. Alors, c'est pas dit que la température va être constante, mais bon, c'est forcément sous-entendu, sinon on ne peut pas parler de loi de Mariotte. Donc, énoncer la loi de Mariotte, bon, la pression, bon, j'ai rappelé les conditions de validité, gaz au repos, macroscopiquement au repos, quantité de matière constante, température constante, on suppose tout ça valable. La pression fois le volume du gaz est constant dans ce cas-là. Donc, voilà, pour appliquer concrètement, pour l'appliquer, il faut écrire P1 V1 égale P2 V2. Entre 1 et 2, il y a la pression et le volume qui changent. Alors, exactement, c'est quoi la question? En considérant que la loi de Mariotte est applicable dans ces conditions, déterminer le volume V2, qu'occuperait l'air si on le portait à la pression P2, la pression atmosphérique en fait. C'est-à-dire que dans la bouteille, le gaz, il occupe le volume de la bouteille de 12 litres, mais s'il sortait dans l'air à la pression atmosphérique, quel volume il occuperait? C'est ça la traduction de cette question-là. Mais je cherche quoi? Je cherche le volume dans la situation 2, je cherche ça. Je l'isole. Voilà, je fais d'abord dans un premier temps comme ça, c'est-à-dire que si je simplifie, voilà, j'obtiens que V2 égale 20 fois V1. La pression est divisée par 20, donc le volume est multiplié par 20. Puisqu'en fait, je passe de 20 bar à 1 bar. 20 fois 10 puissance 5 pascal à 1 fois 10 puissance 5 pascal. Donc la pression est divisée par 20. Le volume est donc multiplié par 20, ce que je retrouve par l'application de P1V1 égale P2V2. Voilà. Et ça fait donc 240 quand on fait l'application numérique. Alors l'exercice 22. Alors c'est sur l'application un petit peu médicale de la pression. Alors, ce qu'on appelle tension ou pression artérielle, grand T, en fait, c'est la différence entre la pression du sang et la pression moins la pression atmosphérique. Alors, quand le médecin il vous prend la tension, en fait, il mesure la pression maximale quand le cœur est contracté, la systole, pression systolique. Le systole, c'est le moment précis où le cœur est contracté, et la diastole, c'est quand le cœur est relâché. Voilà, c'est deux pressions importantes qui vont donner des indications sur la santé, au niveau, comment dire, pression sanguine de la personne. Donc quand le médecin il annonce 12,8 pour la tension artérielle, en fait, il annonce 12 pour la pression systolique et 8 pour la pression diastolique. Ok, alors attention, parce que là, il y a un petit piège là. 12 cm. Il annonce 12, mais 12 c'est quoi? Ben, c'est dit ça dans l'énoncé. En fait, ce 12, en fait, il y a fort longtemps, on mesurait la pression en centimètres de mercure, parce que dans un baromètre, il y avait du mercure, et la hauteur de mercure correspondait à une certaine pression. Ça rentrait plus dans le détail. Une hauteur de mercure correspond à une pression. Et cette conversion vous est donnée, hein, voilà, vous appliquez un produit en croix,
pour trouver que 12 cm de mercure, ça correspond à une certaine pression. 8 cm, pareil. Mais attention, c'est une différence de pression en fait. Ce qu'on vient de calculer là ici, TS et TD, comme dit dans l'énoncé, c'est P du 100 moins P atmosphérique. Là, ce qu'on appelle tension ou pression artérielle, en fait, c'est une différence de pression entre la pression du sang et la pression atmosphérique. Dans la deuxième question, on demande de calculer la pression du sang dans les deux cas systole-diastole, S et D. Voilà, donc il faut rajouter à la valeur TS qu'on a calculée précédemment dans la question, il faut rajouter la pression atmosphérique. Donc la pression réelle du sang en systole et diastole, c'est ces valeurs-là. Alors ça ne change pas énormément, attention, mais suffisamment pour que ça ait des implications sur le corps. Alors, bon, je pense que je m'arrêterai là pour cette première série de vidéos. Donc je m'arrête au 22 avant le 25. Voilà.